Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier tutoriel de phyto-animaux. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que la phytothérapie animale. Avant d'aborder la phytothérapie animale, nous allons remettre tout ça dans un contexte qui est celui des biothérapies en général. Alors par opposition à l'allopathie qui est la médecine classique, la médecine traditionnelle, celle faite par les médecins avec des médicaments, il y a toutes les autres médecines non traditionnelles, non conventionnelles, qu'on peut nommer sous différents vocables. On peut les appeler médecine douce, un terme que je n'aime pas parce que là, dans le cas de la phytothérapie, parfois si on utilise une plante toxique, eh bien c'est loin d'être une médecine douce. On peut les appeler médecine alternative, c'est vrai que ce sont des alternatives par rapport à l'allopathie. Ce sont évidemment des médecines non conventionnelles parce qu'elles ne sont pas remboursées par les organismes de santé. On peut également les appeler les médecines naturelles, ça c'est un terme qui est déjà plus adéquat parce que beaucoup de ces médecines-là font partie, beaucoup de ces médecines-là utilisent la nature justement comme outil thérapeutique. Ce sont des médecines complémentaires, il vaut mieux les utiliser en plus, il faut les voir comme un outil supplémentaire par rapport à l'allopathie ou toute autre médecine naturelle. Et un vocable que j'aime bien est celui de biothérapie puisque bios en grec signifie la vie, et donc cela signifie que ce sont toutes les thérapies qui soignent la vie, qui sont des termes plus appropriés. Un exemple de ces médecines naturelles, ces biothérapies, c'est l'homéopathie, l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise, la phytothérapie, la micronutrition. Et en ce qui nous concerne, nous allons faire un focus sur 3 biothérapies très intéressantes, efficaces et complémentaires chez les animaux, à savoir la phytothérapie, l'aromathérapie et la micronutrition, qui sont les 3 thérapies que j'utilise quotidiennement dans mon activité vétérinaire. Alors, d'abord la phytothérapie, c'est la thérapie qui soigne, traite, soulage et améliore la santé grâce aux plantes médicinales. Plantes dont on connaît les vertus thérapeutiques déjà depuis bien longtemps, grâce à un usage empirique et également, et ça c'est très intéressant, grâce à l'étude actuelle des molécules actives, qui est une discipline qui se développe de plus en plus et qu'on appelle la pharmacognosie ou phytochimie. Alors ces plantes peuvent s'utiliser sous beaucoup de formes différentes, notamment chez les animaux. Certaines ont des avantages, d'autres ont des inconvénients, cela fera l'objet d'un tutoriel prochain. À ce stade-ci, j'insiste déjà sur 2 termes qu'il ne faut pas confondre et qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, au contraire. Moi, je soigne grâce à la phytothérapie, qui est en fait la biothérapie par les plantes, alors qu'on entend parfois parler de produits phytosanitaires, et qui, à contrario de la phytothérapie, eux sont plutôt des produits chimiques qui sont biocides, donc ils détruisent la vie, et c'est l'ensemble des molécules qu'on utilise dans les pesticides, les insecticides, les herbicides, notamment dans l'agriculture. D'accord ? Donc c'est vrai que dans les 2 cas, on parle de phyto, mais là c'est des plantes pour aider à soigner, alors que là ce sont des molécules qui vont plutôt détruire les plantes. Alors l'aromathérapie est une sous-branche de la phytothérapie car c'est l'usage de plantes médicinales mais sous une forme principale, essentiellement les huiles essentielles, accessoirement également les hydrolats. Alors ces huiles essentielles sont des formes liquides qui sont en fait des concentrés de molécules actives qui sont obtenus par hydrodistillation, donc le principe de l'alambic. Et en fait, j'ai marqué certaines huiles essentielles, mais en fait il faut même considérer que c'est la majorité des huiles essentielles qui sont en fait tellement concentrées en principe actif qu'elles en deviennent dangereuses, voire toxiques. On a en effet différents risques, différentes toxicités liées à cet usage des huiles essentielles. Elles peuvent être dermocaustiques, être carrément corrosives au niveau de la peau, elles peuvent être abortives, neurotoxiques et autres, ce qui fait qu'il vaut mieux utiliser ces huiles essentielles, donc cette aromathérapie vraiment sur des conseils de professionnels, et j'insiste non seulement des professionnels en aromathérapie, mais aussi des professionnels au niveau de la santé animale, à savoir des vétérinaires, parce qu'il y a des extrapolations qui sont parfois faites entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire et qui ne sont pas du tout adéquates. On évitera de toute façon l'automédication si on ne connaît pas bien l'aromathérapie. Alors,
comme je viens de vous le dire, pour la sécurité des animaux, cette aromathérapie n'est à utiliser qu'à un usage externe. L'usage interne est possible, mais que s'il y a des connaissances vraiment très sérieuses d'aromathérapie. Et alors, de préférence sous forme diluée, voire très diluée, ce qui fait que certaines huiles essentielles qui sont toxiques en étant utilisées pures peuvent devenir intéressantes au niveau thérapeutique et beaucoup moins dangereuses si elles sont diluées, voire très diluées. Alors, les plantes médicinales, comment est-ce que ça marche? D'une façon générale, les traitements qu'on utilise en médecine pour soigner des maladies ont des propriétés thérapeutiques grâce à leurs principes actifs, leurs molécules actives, que je vais symboliser ici par l'acronyme PA. Et en ce qui concerne l'allopathie, on utilise donc la médecine classique, traditionnelle, on utilise les médicaments dont les principes actifs sont utilisés par une discipline qu'on appelle la pharmacologie. Et les principes actifs sont la plupart du temps non naturels puisque leur synthèse se fait en industrie et leur synthèse est chimique. A contrario, les plantes ont également des principes actifs, mais là, l'étude de ces principes actifs s'appelle la phytochimie ou pharmacognosie, un terme très important à retenir. Et la base essentielle, c'est que les plantes font elles-mêmes leur synthèse de molécules actives et donc leur synthèse est naturelle. Ce sont donc des molécules naturelles. Alors, de combien de principes actifs dispose-t-on au niveau des plantes médicinales? Eh bien, en fait, on peut dire des centaines, voire des millions, tout simplement, parce que chaque plante contient plusieurs centaines à plusieurs milliers de principes actifs. On sait qu'il y a des milliers de plantes disponibles, donc plusieurs centaines de plantes médicinales déjà bien connues maintenant. Ce qui fait que quand on fait quelques multiplications, on se rend compte qu'on a à notre disposition des dizaines, des centaines de milliers de molécules thérapeutiques, et ce qui fait que la nature est la plus vaste pharmacie existante et disponible. C'est juste à nous de l'étudier et ça nous demandera beaucoup de travail. Alors, pour illustrer un petit peu la diversité et la complexité de ces molécules et de ces principes actifs disponibles via les plantes médicinales, j'ai pris vraiment quelques tout petits exemples pour expliquer qu'il y a aussi bien des molécules simples, mais il y a déjà plusieurs centaines de milliers de molécules simples qui vont se combiner telles des pièces de Lego en molécules plus complexes, jusqu'à donner des molécules assez complexes, comme celle-ci par exemple dans la mamilitanin, et un exemple d'une molécule absolument monstrueuse qui est par exemple une lignane. Et bien en fait, toutes ces molécules-là, donc on voit qu'il y en a des centaines de milliers disponibles, sont étudiées dans la pharmacognosie grâce à un tableau que j'ai fait pour un petit peu représenter toutes les familles de molécules qu'on a à disposition chez les plantes et qui sont regroupées sous le terme de métabolites secondaires. J'aurai l'occasion d'en reparler dans un prochain tutoriel. On voit qu'il y a des énormes sous-groupes suivant la voie de synthèse de ces molécules, de par déjà leur origine métabolique. Et en fait, pour avoir une idée, toutes ces molécules sont à disposition de la phytothérapie. En sachant que, je vous disais tout à l'heure que l'aromathérapie est une sous-branche de la phytothérapie, et bien pour avoir une idée, l'aromathérapie n'est constituée que de molécules qu'on retrouve dans cette catégorie-ci. Autrement dit, avec l'aromathérapie, on n'utilise que ces molécules-là. Avec la phytothérapie, on peut utiliser la majorité de ces molécules. Vous avez donc une idée de la complexité des principes actifs qui sont mis à la disposition des phytothérapeutes. Alors, une troisième biothérapie qui est très intéressante et qui est complémentaire à la phytothérapie et à l'aromathérapie, surtout à la phytothérapie, c'est la micronutrition, qu'on appelait à l'époque la nutrithérapie, certains l'appellent encore comme ça, on l'appelle également la médecine orthomoléculaire aux États-Unis. Bref, moi je préfère le vocable de micronutrition, tout simplement parce que c'est le fait de traiter, soulager et améliorer l'état de santé grâce aux micronutriments. Il y a trois grandes catégories de micronutriments, les minéraux, les oligo-éléments et les vitamines. À l'époque, elles n'étaient pas très bien considérées, en fait elles étaient plutôt pas très bien connues. Maintenant, on les étudie de plus en plus et on constate que même si ce sont des micronutriments, c'est pas pour ça qu'elles ont une micro-importance. Au contraire, elles sont très très importantes pour la santé parce qu'elles permettent de pallier à certaines carences, sub-carences nutritionnelles. Le paradoxe de notre monde civilisé, c'est que malheureusement notre alimentation s'appauvrit notamment en micronutriments. On mange de plus en plus, mais de moins en moins bien.
La micronutrition permet donc de pallier à ces carences. Ça permet également de récupérer lors de maladies de convalescence ou de vieillesse. C'est en quelque sorte une façon de recharger les batteries, puisque les batteries peuvent être un petit peu à plat ou alors se vider avec le temps. Et elles permettent également pour un organisme sain de se renforcer. On a à ce moment-là une notion assez importante, notamment en sport, qui est ce que j'appelle le top santé, et qui permet, si l'animal est au top de sa santé, il aura des performances maximales. Ce qui était évidemment recherché lors de performances sportives. Alors, quel est le lien avec l'alimentation et la phytothérapie? C'est d'ailleurs pour ça que je vous disais que la micronutrition est complémentaire. Eh bien, le lien avec l'alimentation, c'est que déjà à l'époque, Hippocrate disait que ton premier médicament soit ton aliment. Il est clair que les minéraux, oligo-éléments et les vitamines se retrouvent dans l'alimentation. Donc il y a un lien directement. En fait, quand on fait de l'alimentation, quand on se nourrit bien, on fait inconsciemment de la micronutrition. Comme dans la pièce de Molière où on faisait de la prose sans s'en rendre compte. Le lien maintenant avec la phytothérapie, c'est qu'il existe beaucoup de plantes qui contiennent des micronutriments et pour lesquels on utilise ces plantes pas tant pour leur action thérapeutique, mais plutôt pour leur composition en micronutriments. Par exemple, la silice qu'on retrouve dans le bambou, le bêta-carotène qu'on retrouve dans la carotte, les terpènes stéroïdiens tels que les phytoestrogènes du soja, etc. Alors, quand utiliser quoi? Alors, quand utiliser la phytothérapie, quand utiliser l'aroma ou quand utiliser la micronutrition, comment bien choisir la thérapie adéquate au problème, quelles associations éventuellement on peut faire, est-ce qu'on peut associer la phytothérapie avec la micronutrition et ou avec l'aromathérapie? Eh bien tout ceci, ce sont des vastes questions qui feront l'objet de prochains tutoriels. Mais d'emblée, ce qu'on peut déjà avoir comme idée, et j'ai essayé de le représenter par un schéma, c'est si on veut représenter dans ces différentes catégories l'importance de la chimie et de la biochimie dans le métabolisme animal, il est clair que l'importance la plus grande, c'est l'alimentation, bien sûr, puisqu'un animal ne fonctionne que parce qu'il mange correctement. Eh bien, j'ai représenté la proportion en termes de médicaments qui peuvent avoir de l'importance dans le métabolisme animal par ce rond noir. Eh bien, pour avoir une idée, pour la phytothérapie et l'aromathérapie, on a quelque chose de beaucoup plus vaste. La phytothérapie, je vous ai montré tout à l'heure l'ensemble des molécules qu'on a à disposition, évidemment, qui sont beaucoup plus complexes et complètes et nombreuses que les médicaments, en sachant que la phytothérapie est aussi à cheval sur l'alimentation, parce qu'il est clair que par exemple quand on mange du persil, on mange du persil, mais on mange aussi de la vitamine C et d'autres molécules qui ont des actions thérapeutiques à titre préventif ou curatif dans l'organisme. Et pour représenter l'aromathérapie, j'ai fait ce petit rond bleu, puisque je vous ai montré tout à l'heure sur le schéma que l'aromathérapie ne représente qu'une toute petite part de la phytothérapie. D'accord ? Alors, il y a un adage en médecine vétérinaire où on dit guérir parfois, soigner souvent, soulager toujours, que j'ai réadapté à la phytothérapie en rajoutant « et si c'est grâce aux plantes, c'est encore mieux ». Merci de votre écoute.